Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 25 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue, Larry. Je suis de retour. Impossible de se débarrasser de moi. Comme du chien dent. Larry, je voudrais commencer par ce qui s'est passé à la suite des propos de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, et des répercussions que ces paroles ont eues en Iran, qui ont été énormes d'ailleurs. Voici ce que Mark Rutte a déclaré hier sur Fox News. Je comprends tout à fait la déception. Mais si on prend par exemple l'Italie, 500 avions américains ont décollé de bases américaines en Italie pour soutenir l'opération Epic Fury. C'est énorme. Si on regarde l'ensemble de l'Europe, on parle de 4 à 5 000 avions. Un pays comme la Roumanie, sa capitale Bucarest, a même dû réduire les vols commerciaux parce qu'il devait utiliser l'aéroport pour les avions ravitailleurs. Donc tout ça est bien en train de se passer. Oui, et on a eu la réaction du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bagaei. Il a déclaré que c'était un aveu clair et accablant de la complicité active de l'OTAN dans une guerre illégale, une guerre d'agression contre un État souverain membre de l'ONU, une violation flagrante de... Enfin, il a continué dans ce sens. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'il estime que l'organisation, ainsi que les États membres qui ont participé à ces décisions, doivent être tenus responsables de toutes les conséquences. En somme, c'est l'Europe qui se crée des problèmes toute seule, encore une fois, à cause du secrétaire général de l'OTAN. Beaucoup de gens pensaient que l'Europe aidait les États-Unis en matière de renseignement, de systèmes de défense aérienne. On se souvient qu'il l'avait dit, mais en ce moment, sur le plan offensif, il se contente de faire parler un responsable officiel de l'OTAN qui s'exprime de cette façon, et ça a eu des répercussions en Iran. Vas-y, Larry, tu penses que ça va aider l'Europe? Et pourquoi avoir dit ça? Il se vantait d'une certaine manière de l'efficacité de l'OTAN ou des Européens à aider les États-Unis. Peut-être que Rutte devrait aller discuter un peu avec Donald Trump. Vous vous souvenez, Donald Trump avait une version complètement différente de la situation de l'Italie et de son rôle dans le soutien aux opérations de combat contre l'Iran. En fait, Trump s'était disputé assez violemment avec Giorgia Meloni, la première ministre, en les accusant d'être une bande d'ingrats qui n'avaient pas aidé les États-Unis quand on leur avait demandé. Donc franchement, je ne sais plus trop quoi croire. Très probablement, l'Europe n'a pas été un acteur actif. Elle a été un acteur passif. Les États-Unis ont demandé des droits d'atterrissage, ils les ont accordés. Point. Et puis voilà, ils ont menacé, enfin la France en particulier, a menacé d'envoyer, vous savez, un navire pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Très bien. Allez-y, voyons un peu comment ça va se passer. Je ne pense pas qu'ils seront très contents du résultat. Vous savez, les Européens, c'est encore un exemple d'un groupe de gens qui ne peuvent pas garder leurs fichues mains tranquilles. Restez chez vous, réparez vos propres pays. Au lieu de ça, ils se mêlent sans arrêt de tout, que ce soit en Ukraine ou maintenant, en essayant de s'immiscer dans la guerre en Iran. Et je comprends pourquoi. L'Europe, au fond, dépend en grande partie du pétrole qui vient du Golfe Persique. Et là, ils n'en reçoivent plus. Donc ils font face à une pénurie structurelle. Ils ont coupé leur approvisionnement venant de Russie et maintenant celui du Golfe Persique est aussi interrompu. Ils n'ont pas beaucoup de bonnes alternatives vers lesquelles se tourner. Vous savez, je pense qu'il y a eu pas mal de, disons, d'aveuglement ces dernières semaines. Trump a insisté en disant « Oh, regardez, tout ce pétrole qui est sorti mardi, super, la crise du pétrole est finie. » Mais en réalité, elle ne fait que commencer.
Il y a un énorme décalage entre les marchés à terme et l'approvisionnement réel, ainsi que le prix que les gens paient. Quand le navire arrive au port, le coût pour décharger le pétrole, tout ça, eh bien, c'est là qu'on voit la différence. Donc, à mon avis, on ne va pas mesurer tout le poids de cette situation tout de suite. Il faudra peut-être une semaine et demie, avant que ça ne commence vraiment à se faire sentir. Si, bien sûr, les experts que j'écoute ont raison, peut-être qu'ils se trompent, mais je ne vois pas comment. Je ne pense pas qu'on ait une réserve secrète sur laquelle on pourrait compter. Hier, un journaliste de Fox News a demandé à Scott Bessent ce qu'il pensait du détroit d'Ormuz. Il a répondu que non, que tout ce dont il parle à propos du détroit d'Ormuz, c'est un peu comme ce qu'on a déjà entendu avec l'embouteillage, Bob. Et ça, c'est Téhéran, Tim. Oui. Oui. Larry, depuis la nuit dernière, on a vu de nouvelles images du détroit, et il est clair que les gardiens de la révolution iranienne contrôlent totalement la zone. Ils utilisaient plusieurs routes proches de la frontière omanaise, pensant que cette partie ne serait pas sous le contrôle de l'Iran. Mais à présent, on voit bien qu'ils dominent le détroit et qu'ils cherchent à tout maîtriser. Exactement. Et ça, ce n'est pas acceptable pour l'administration Trump, du moins d'après ce qu'ils disent en ce moment. Oui, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle marinetraffic.com. Il montre en temps réel ce qui entre et ce qui sort. En ce moment, juste au nord, dans la zone la plus étroite, entre Bandar Abbas, l'île de Keshm et la pointe, disons Qassab à Oman, il n'y a pas un seul navire qui sort. Il y en a un qui entre. C'est un navire chinois qui s'appelle One Force. Il est en train d'entrer. Mais les seuls navires qui sortent, il y en a un, le Waisei Pansi, qui se dirige, je crois, vers l'Inde. Et donc, oui, pas grand-chose. Enfin, il y en a quelques-uns qui viennent juste de contourner, vous savez, la pointe d'Oman. Ils sont maintenant en route vers le large, en direction de l'océan Indien. Alors là, on en voit un, on dirait qu'il se dirige vers le Pakistan et l'Inde, la Chine, Singapour et encore la Chine, vous voyez. Donc le fait est que, en les comptant, presque 95% des navires partent vers l'Asie. En fait, j'en ai pas vu un seul qui allait vers les États-Unis, ni vers l'Europe. C'est assez révélateur. Le volume du trafic qui sort du détroit d'Ormuz représente environ 1/5 du trafic habituel. Et donc, le problème auquel le monde fait face en ce moment, surtout pour le pétrole brut lourd, c'est qu'environ 20% de l'approvisionnement a été interrompu. Ce qui s'est passé, c'est que les pays du monde entier, les États-Unis, le Japon, la Chine, avaient des réserves de pétrole, une sorte de fonds de secours, si vous voulez. Alors ils ont commencé à puiser dedans. Et je suppose que, dans ces réserves, c'est toujours un mélange de ce qu'on appelle du pétrole brut léger et du brut lourd. Et le brut lourd, c'est le plus important, parce que c'est celui qu'on utilise pour fabriquer le carburant d'aviation et le diesel. Le problème, c'est que, dans les raffineries, quand elles produisent, elles ne peuvent pas faire les deux en même temps. On m'a dit qu'elles ne peuvent pas produire du diesel et du carburant d'aviation à la fois. Elles doivent choisir. Soit elles font du diesel, soit elles font du carburant d'aviation. Et je ne sais pas vraiment à quel point le passage de l'un à l'autre est compliqué, ni combien de temps ça prend. C'est une question qu'il faudrait poser. Mais ce qui s'est passé, c'est que si on revient au 28 février, on avait, disons, une demande bien définie pour le diesel et une autre pour le carburant d'aviation. Donc, à ce moment-là, le marché fournissait ce qu'il fallait pour répondre à cette demande. Les opérations de combat commencent contre l'Iran. Du coup, la demande en carburant d'aviation grimpe d'un coup,
et elle reste élevée pendant environ 4 mois. En même temps, on perd 20% de l'approvisionnement. C'est un peu comme si on disait que vous devez consommer 1000 calories, mais que vous avez perdu 20% de votre nourriture. Vous avez donc moins à manger. Jusqu'à présent, ils ont réussi à masquer cette situation. Maintenant que les opérations de combat sont terminées, la demande en diesel et en carburant d'aviation n'a pas diminué. Mais l'offre, elle, ne suit pas. Ce qui veut dire qu'on va assister à une très forte hausse des prix. Les États-Unis signalent déjà une inflation élevée. Elle a encore augmenté et cette situation ne va faire qu'aggraver les choses. Bref, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour l'économie mondiale. Oui. Avant février, Larry, c'était quelque chose comme 125 à 138 navires par jour. Oui, c'est ça. Et maintenant, on est à moins de quoi? Une cinquantaine à peu près. Ce n'est même pas 50, 3. Ce n'est même pas autant. C'était probablement en fait, des pétroliers. Je pense qu'on a des pétroliers qui entrent et qui sortent. Eh bien, les pétroliers sortis l'autre jour étaient au nombre de 7. On pensait qu'il y en aurait peut-être 12, donc entre 7 et 12. Mais bon, on est très loin des 125 par jour. Donc oui, il y a un peu de mouvement, mais ce n'est pas suffisant pour rétablir l'approvisionnement mondial. Et en plus de ça, on entend dire que le détroit serait miné. L'armée américaine a indiqué au Congrès, en avril, qu'il faudrait environ 6 mois pour le dégager. Mais jusqu'à présent, on n'a eu aucun rapport de navire touchant une mine et explosant. Alors je me demande si tout ça, ce n'était pas, vous voyez, une campagne de désinformation sans fondement réel. Exactement. C'est un bon point. Larry, Mark Rutte est aux États-Unis et on a un peu l'impression que c'est, comment dire, le vendeur de la marque Trump. Oui, ce type est complètement dans sa main. On dirait presque qu'il considère Donald Trump comme son père. Et voici ce qu'il a dit à la Maison-Blanche. Je me tourne vers ces tableaux ici parce que je veux vous montrer ce que ce président a réussi à accomplir. Et je commence avec ce graphique. Ce graphique parle du Trump Trillion. Le Trump Trillion, c'est l'augmentation des contributions des Européens et des Canadiens à la défense depuis votre arrivée au pouvoir en 2017. Trump 45 plus Trump 47. Cela fait un total supplémentaire dépensé par les Européens et les Canadiens de 1220 milliards. Quand on regarde l'effet de Trump, 47, donc l'effet isolé des dépenses de défense supplémentaires en 2025 et en 2026, on voit presque 140 milliards de dollars de plus dépensés en valeur nominale pour la défense par les Européens et les Canadiens. Et cette année encore, on verra une nouvelle hausse d'environ 120 milliards, ce qui porte le total sur 2 ans à plus de 250 milliards. Je peux vous assurer que c'est à cause de la Russie, à cause de la menace. Mais je suis aussi absolument convaincu que vous, en tant que président des États-Unis, vous avez constamment poussé pour quelque chose qui, depuis Eisenhower, n'avait jamais été atteint, que les Européens alignent leurs dépenses de défense sur celles des États-Unis. C'est la preuve de votre action. Et puis, quand on parle d'emploi, regardez, au total, 195 000 emplois sont soutenus par des investissements d'entreprises européennes aux États-Unis, dont 83 000 emplois directement liés à cela. 112 000 emplois ont été créés parce que les Européens dépensent massivement environ la moitié de toutes leurs dépenses de défense dans l'industrie américaine. 112 000 emplois. L'an dernier, ils ont dépensé 54 milliards de dollars dans la production industrielle de défense aux États-Unis.
Aujourd'hui, il y a un carnet de commandes de 300 milliards de dollars. Cela veut dire 300 milliards de dépenses de défense européennes déjà commandées qui seront réalisées aux États-Unis dans les prochaines années. L'an dernier, 54 milliards et maintenant un carnet total de 300 milliards, ce qui représente presque 200 000 emplois. Ce sont de vrais emplois, de vraies personnes comme vous. These are real jobs, real people like you. Jesus. Bon sang. Franchement, j'avais encore jamais vu quelqu'un ramper à ce point-là. C'est gênant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On n'a plus de dirigeants capables de s'asseoir et de parler franchement quand il faut venir comme un petit singe de foire, faire le spectacle et dire à Trump que c'est le plus grand de tous. Depuis Eisenhower, personne n'a réussi à accomplir d'aussi grandes choses aux États-Unis. Oui, reprenons un peu de recul et regardons la réalité. On vit dans un pays. En fait, non, c'est pas seulement un pays. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est aussi l'Europe, qui repose sur une base de mensonges, un mensonge après l'autre. Les mensonges qu'on raconte sur l'Iran, présenté comme un ennemi, sur la Russie, sur les grands succès de l'Ukraine ou encore sur la puissance militaire des Israéliens. À un moment donné, tous ces mensonges vont nous rattraper. Et là, il y aura un moment de vérité. Le problème, c'est que parfois, ceux qui devraient être tenus pour responsables ne le sont pas. Ils s'en sortent. Larry, il y a 2 jours, les 22 et 23 juin, l'Inde a accueilli à New Delhi la 16e réunion des conseillers à la sécurité nationale et des hauts représentants pour la sécurité nationale des pays des BRICS. Les participants étaient le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Indonésie. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami de ce podcast, Pravin Sani. Il m'a dit que cette réunion était importante sur le plan de la sécurité et des discussions qui s'y sont tenues. Mais, en marge des réunions officielles, les rencontres parallèles ont été encore plus importantes, plus centrales même, que la réunion principale. C'était surtout les échanges que la Chine a eus avec d'autres pays. Et vu ce qui se passe en ce moment, tu sais, avec le Conseil de sécurité, avec la question de la sécurité en Eurasie et tout ce qui se joue en Asie de l'Ouest, il y a eu une rencontre entre le représentant iranien et l'Inde aussi, en lien avec la nouvelle réalité de cette région. Alors, si on regarde les BRICS aujourd'hui, Larry, est-ce que tu penses qu'il y a, d'une certaine façon, un besoin pour les BRICS de tracer une voie vers quelque chose qui ressemblerait à l'Organisation de coopération de Shanghai? Parce que les BRICS, c'est plus grand que l'OCS. C'est plus important que l'OCS. Comment tu vois l'évolution des BRICS? Est-ce que tu imagines une sorte de rapprochement ou une fusion de certaines activités, de certains objectifs dans cette direction? Well, I think ultimately they're going to come together. It's going to be driven, though, first and foremost by the economics. And it's the economics where I think we've seen the greatest acceleration in the integration of these countries. My understanding is that over the past 6 months, you've had 26 additional banks sign up to be part of CIPS, the cross-border interbank payment system that China has created as an alternative to SWIFT. You're seeing that with all of the oil that's now coming out of the Persian Gulf from Iran, it's being sold in Chinese yuan. It's not being sold in US dollars, is my understanding. D'après ce que je comprends, ce n'est pas vendu en dollars américains. Donc je pense je sais que Pépé était inquiet à ce sujet. Vous savez, cette réunion, c'est un peu le prélude au sommet qui doit se tenir, je crois, en septembre, en Inde. Et à cause, vous voyez, des actions de Modi, le Premier ministre,
juste avant la guerre, avec l'attaque contre l'Iran le 28 février. Parce que Modi était en Israël. Et là-bas, il se comportait un peu comme Rutte avec Trump. Je veux dire, Modi faisait le grand numéro. Oh, Bibi Netanyahou, tu es tellement formidable. Laisse-moi te passer un peu de pommade. Tu es l'homme le plus merveilleux du monde. Vous savez, ce genre de choses. Et en fait, il s'est un peu humilié lui-même, ainsi que l'Inde en tant que pays, en paraissant aussi soumis à Israël. Apparemment, il n'y a pas eu de déclaration conjointe à l'issue de cette rencontre. Mais d'après ce qu'on sait, l'Inde a publié un communiqué public très favorable au protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc ils n'ont pas cherché à le critiquer ni à le remettre en cause. Le simple fait que ces pays se rencontrent et discutent montre qu'il existe une alternative à l'ordre économique international dirigé par les États-Unis, un ordre qui, à mon avis, est en train de mourir. Dans le cas de l'Inde, Larry, avant les sanctions de 2019, elle dépendait de la Russie, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Mais aujourd'hui, comme l'Iran a été soumis à de très fortes sanctions américaines en 2019, on voit bien qu'ils ont essayé de remplacer l'Iran par la Russie, l'Irak, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les États-Unis envoient aussi du pétrole vers l'Inde. Des producteurs d'Afrique de l'Ouest livrent également du pétrole à l'Inde. Mais le problème avec le détroit d'Ormuz, c'est que ce détroit touche aussi directement l'Inde. Oui, en gros, enfin, n'avait-il pas fait quelques exceptions au début dans la politique de blocus pour laisser partir des navires à destination de l'Inde? Il me semble me souvenir que c'était, je crois, en mars ou en avril. Larry, tu as mentionné à quel point c'est important, tu sais, pour les deux organisations, l'OCS et les BRICS. Mais quand on parle de Gaza, de la Palestine, l'ONU a complètement échoué à aider le peuple palestinien. On voit des rapports venir de ces organisations, des groupes de défense des droits humains et d'autres encore, qui publient des déclarations, mais derrière, il n'y a aucune action concrète. Il n'y a pas de solution pragmatique, rien de vraiment efficace de leur part. Est-ce que selon toi, la nouvelle réalité dans la région pourrait aider les BRICS ou l'OCS à s'impliquer davantage, à jouer un rôle plus important dans la question palestinienne? Eh bien, je l'espère. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. La seule indication qu'on ait d'un acteur prêt à s'engager sur la question palestinienne, c'est l'Iran, avec la promesse que le sujet sera abordé dans le cadre des négociations sur la mise en œuvre du protocole d'accord. Le problème à mes yeux, c'est Trump. Trump multiplie les déclarations en disant qu'il adopte, je cite, une ligne plus dure envers l'Iran. Mais l'Iran ne montre aucun signe de recul. Et puis, il y a eu cet incident hier soir. L'Iran a tiré sur un autre navire qui ne répondait pas à ses ordres. Donc, clairement, l'Iran cherche à affirmer son contrôle sur le détroit. Et pourtant, ils avaient déjà déclaré qu'ils travaillaient de concert avec Oman. Mais hier, les Omanais ont pris la parole pour dire, en gros, que tout navire qui le souhaite peut passer librement par leur couloir, de leur côté des eaux. Et l'Iran a dit, non, non, ça n'arrivera pas. Donc on voit bien qu'il y a un petit point de friction, au moins avec Oman. Je ne sais pas encore à quel point c'est sérieux. Mais le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran, malgré les protestations américaines, va encore une fois rappeler les limites de la puissance des États-Unis. Et donc, je pense que l'Iran va jouer un rôle plus important au sein des BRICS. Et je ne pense pas que le Pakistan fasse actuellement partie des BRICS. Et les Saoudiens, comment dire? Le Pakistan ne fait pas partie des BRICS. Oui, il n'en fait pas partie.
Et les Saoudiens, eux, sont un peu sur la ligne. Ils ne savent pas trop s'ils veulent en faire partie ou pas. Ils essaient encore de se décider. Mais une fois qu'on en arrive à un point où, si le Pakistan décide de rejoindre les BRICS, là ce sera, disons-le clairement, un signal fort envoyé à l'Occident sur le déclin de son influence dans toute la région. Et vous savez, je pense qu'à partir de là, on ira vers ce dont vous parliez tout à l'heure, qu'à partir de l'OCS et des BRICS, une fonction de sécurité va émerger. Vous vous souvenez que la Russie et la Chine évoquent depuis un moment cette nouvelle architecture de sécurité dans le Golfe Persique et que le Pakistan joue un rôle de premier plan dans son élaboration. Donc on va se retrouver dans une situation où tout converge, avec au bout du compte le Pakistan qui finit par rejoindre les BRICS. Je pense que c'est bien dans cette direction qu'il se dirige. Mais le Pakistan est membre à part entière de l'OCS, Larry. Oui, c'est important. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas partie des BRICS, mais l'OCS est aussi importante que les BRICS. À mon avis, le noyau dur des BRICS, c'est l'OCS. Eh bien, oui, je suppose que c'est à cause de la relation de longue date entre le Pakistan et la Chine. Oui, parce que si on regarde l'Organisation de coopération de Shanghai, on y trouve la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Iran et la Biélorussie. Donc, on a l'Inde et le Pakistan, tous les deux membres de l'OCS, et on sait bien qu'il y a des tensions entre eux. Et comme ils font partie de cette structure de sécurité qu'est l'OCS, je ne vois pas vraiment de problème à ce qu'ils rejoignent les BRICS. Peut-être qu'ils subissent une certaine pression de la part des États-Unis pour ne pas en faire partie, parce qu'il y a beaucoup de liens. En gros, l'armée pakistanaise est très liée aux États-Unis. Eh bien, oui, vous savez, je ne pense pas que le Pakistan soit sous le contrôle ou l'influence des États-Unis, comme on le croit souvent. J'en parlais justement l'autre jour avec un autre podcasteur, Suleiman Ahmed. Selon ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique, le Pakistan serait un simple exécutant, un vassal des États-Unis. Les États-Unis diraient « saute » et les Pakistanais répondraient « jusqu'à quelle hauteur ?» Mais à mon avis, ce n'est pas du tout le cas. Et je dis ça en me basant sur mon expérience d'analyste du Honduras pendant les guerres d'Amérique centrale, en particulier la guerre au Nicaragua. Les États-Unis considéraient le Honduras comme un pays inférieur, un peu stupide, pas très malin, qu'il contrôlait et qui devait faire ce qu'on lui disait de faire. Mais en réalité, à cause de cette arrogance et de ce manque de respect du côté américain, les Honduriens arrivaient parfois à nous dépasser complètement sur certains sujets. On pensait avoir un accord pour faire une chose, et eux faisaient tout autre chose. Ce que je vois au Pakistan, c'est la même chose, mais à une échelle bien plus large. C'est vrai que dans les années 80, les chauffeurs routiers et les hommes d'affaires pakistanais ont profité de l'opération secrète américaine contre les Soviétiques. Beaucoup de gens ont gagné de l'argent grâce à ça. Et puis, en 2003, en 2001, après que les États-Unis sont entrés en Afghanistan pour traquer Oussama Ben Laden, Ben Laden s'est échappé, il a traversé la frontière et il est resté au Pakistan pendant 10-12 ans. Pendant tout ce temps, les États-Unis avaient besoin d'énormément de matériel en Afghanistan. Les cargaisons arrivaient par bateau, étaient déchargées à Karachi ou dans un autre port, ou non, puis transportées par camion jusqu'en Afghanistan. Ces chauffeurs routiers ont gagné beaucoup d'argent grâce aux États-Unis en transportant tout cet équipement. Donc en réalité, ce n'était jamais. Les États-Unis aimaient penser qu'ils contrôlaient la situation,
Mais en fait, ce sont les Pakistanais qui maîtrisaient la logistique. Et moi, j'ai toujours dit que la logistique, c'est la clé de tous ces conflits. Alors, maintenant, on a Munir. Oui, Munir, celui qui a évincé Imran Khan. Et Imran Khan, c'était, vous savez, un peu une figure à la Trump, populiste, populaire. C'était aussi une star du football. Mais apparemment, ils se sont disputés sur la question de savoir qui allait diriger. Khan insistait sur le fait qu'il était le président, que c'était lui qui décidait, et Munir l'a fait mettre en prison. Je vous fais la version courte, hein. Mais aujourd'hui, Munir est clairement aux commandes du pays. Et il n'attend pas que les États-Unis lui disent quoi faire. Il agit à sa manière. Et si un responsable américain pense encore qu'il tient le général Asim Munir en laisse courte, qu'il va obéir comme un petit Pakistanais docile, il va tomber de haut. Parce qu'en ce moment, c'est bien Munir qui mène le jeu. Il travaille avec la Chine là-dessus, mais c'est lui qui joue le rôle moteur dans la création de cette nouvelle architecture de sécurité du Golfe Persique. Je pense que le cas d'Imran Khan est un peu compliqué parce qu'il avait ses différends avec Munir, avec Asim Munir au Pakistan. Puis la guerre en Ukraine est arrivée et il a décidé d'aller en Russie pour parler avec les Russes. L'administration Biden a alors, je suppose, exercé beaucoup de pression sur le Pakistan pour qu'il réagisse. Et vous voyez, les deux facteurs, Washington d'un côté et les tensions internes entre Munir et Imran Khan, ont conduit à ce problème avec Imran Khan. C'était une combinaison des deux. Oui, vous savez, quand j'en parle, certaines personnes se fâchent contre moi et me disent « Ah, tu soutiens Munir là-bas ». Mais non, pas du tout. Je ne prends aucune position sur ce qui se passe à l'intérieur du Pakistan parce que ça ne me regarde pas. Oui, j'ai peut-être une opinion. Je peux dire par exemple que je pense qu'Imran Khan a été traité de façon horrible et injuste. Mais je suis américain. C'est juste mon avis. C'est un peu comme si je disais « Je trouve qu'il fait trop chaud aujourd'hui ». Peu importe ce que je pense du soleil, le soleil fera ce qu'il a à faire, d'accord? Eh bien, c'est pareil pour le Pakistan. Les dirigeants pakistanais doivent prendre leurs propres décisions et gérer leur propre système. Je trouve que c'est même un peu absurde de m'asseoir et de dire « Ah oui, leur système est dysfonctionnel ». C'est comme ça, point. C'est à eux de trouver la solution, pas à moi de venir m'en mêler et de leur dire ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, ce serait différent si le gouvernement pakistanais venait voir les États-Unis en disant « On aimerait avoir votre avis. Voilà ce qu'on envisage. Qu'est-ce que vous feriez à notre place ?» Là, oui, c'est une autre approche, quand quelqu'un vient vous demander conseil. Mais ce n'est pas le cas des États-Unis. Les États-Unis, eux, ont tendance à aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Et ça passe mal. Les gens finissent par en avoir assez et disent « Non, vous n'allez pas me dire quoi faire. On va se débrouiller nous-mêmes. » Larry Johnson a déclaré à Unheard que l'un des résultats les plus importants des discussions en Suisse, c'est un accord de principe entre les États-Unis et l'Iran pour mettre en place un canal de communication militaire direct, destiné à éviter de futures escalades. Et ça, c'est nouveau. Je n'ai jamais entendu parler d'une ligne de communication directe entre l'Iran et les États-Unis pour gérer une désescalade. D'ailleurs, il n'y avait pas d'escalade entre eux avant le début de cette guerre. Et maintenant, ils ont mis en place une sorte de système de communication. Alors, qu'est-ce que ça signifie selon vous d'un point de vue militaire? Et comment cela pourrait-il être utilisé, par exemple, dans le cas de la Palestine ou du Liban? Eh bien, je peux vous donner un exemple, pas forcément en lien direct avec l'Iran, mais pour montrer comment ce canal de communication a été utilisé. Il a été sur la base aérienne d'Al-Udeid,
au Qatar, dans ce qu'on appelait le Centre combiné des opérations aériennes. C'était, je crois, en 2017, quand Trump avait ordonné une frappe sur ce qu'on disait être des stocks d'armes chimiques en Syrie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le général commandant du centre a pris le téléphone pour parler à son homologue russe, parce que les Russes se trouvaient justement dans la zone où la frappe devait avoir lieu. Et les Américains ont dit aux Russes, « Écoutez, voilà la décision. » Voilà l'ordre, voilà la cible, voilà le moment où elle sera frappée. On les prévient à l'avance pour qu'ils puissent évacuer leur personnel, déplacer leurs équipements, peu importe. Et donc, l'attaque a été lancée sur ordre de Trump, et ça a fait exploser beaucoup de sable, mais ça n'a rien détruit de vraiment important. C'était un exemple typique de cette coordination. D'un côté, on montre au public que oui, les États-Unis réagissent et frappent fort, mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Donc, ça pourrait être un exemple de ce qu'on verrait. Par exemple, il dirait, « Regardez, le président Trump estime qu'il doit faire une démonstration de force. Du coup, on va lancer un bombardement sur l'île chimique à telle heure, et voici les cibles qu'on va frapper. » C'est juste, voilà, pour que tout le monde soit au courant. Comme ça, l'Iran peut retirer son personnel de là-bas, et les États-Unis peuvent faire leur démonstration de force, sans que ça ait vraiment de conséquences. Oui, justement, en parlant de ce que vous évoquez là, l'Iran a informé les États-Unis qu'il avait bombardé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Donc, voilà où on en est pour le moment, et il semble que vous ayez mentionné le cas d'Oman et de l'Iran. Ils ont publié une déclaration commune après leur rencontre, évoquant un nouveau mécanisme à définir dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, on a vu la partie omanaise dire quelque chose d'un peu différent. Puis le ministre iranien des Affaires étrangères est intervenu, juste avant cette émission, en direct. Il a déclaré que le processus de ce nouveau mécanisme était en cours et qu'ils allaient le définir dès que possible. J'ai l'impression, Larry, que les États-Unis exercent des pressions sur Oman en coulisses. Ah oui, sans aucun doute, vraiment. Oui, tout à fait. Et ça nous ramène aux États-Unis. Je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait donner, parce que Oman n'est pas... Enfin, disons que la guerre a mis le détroit d'Ormuz au centre du jeu, du côté iranien. Donc si Oman décidait de se retourner contre l'Iran, je pense que ça changerait complètement la manière dont Téhéran voit Oman. Ils avaient une autre perception du pays. Je ne sais pas ce qui se passerait, ni jusqu'où les États-Unis pourraient faire pression sur Oman. Oui, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Vous savez, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit que quelqu'un avait peut-être mis la pression sur quelqu'un d'autre. Et puis, ça pouvait très bien être juste un élément du gouvernement omanais qui agissait de cette façon, en ignorant les personnes qui avaient conclu les accords avec l'Iran. Donc oui, il peut y avoir des désaccords à l'intérieur d'Oman. Ce n'est pas surprenant. The other point that it was reported by J.D. Vance, Larry, is that his understanding of the negotiations so far is so positive. I don't know, because we're talking about it, even he said the UAE, that was by far the most hawkish, and pro-Israeli country in the GCC countries, they're having conversations with Iranians that have never happened before, including, with IRGC, the communication between IRGC and UAE about various types of economic, sort of ties that they can bring to the table between Iran and UAE. Somehow they feel that maybe by putting out some sort of economic ties between Iran and UAE or GCC countries, they can put the problem in Lebanon aside?
Is that the agenda, in your opinion? L'agenda, exactement. The agenda for the United States. Le projet des États-Unis et d'Israël, c'est qu'ils pensent que s'ils pouvaient attirer l'Iran avec de nouveaux liens économiques, alors peut-être que l'Iran fermerait les yeux sur ce qui se passe au Liban, sur ce qui se passe. Non, non, non. À mon avis, c'est extrêmement clivant. That is hugely delusional, in my opinion. Yeah, no, we're way past that point. Non, non, on a largement dépassé ce stade. Vous savez, le soutien de l'Iran au Liban est maintenant au premier plan et ils n'ont aucune intention de reculer. Ça a complètement changé la dynamique dans tout ce processus, dans la guerre israélo-palestinienne. Franchement, je ne pense pas qu'on ait vu, depuis 10 ans, bon sang, depuis 77 ans, un pays se dresser avec autant de détermination face à Israël pour dire non. Si vous attaquez, en l'occurrence, si vous attaquez le sud du Liban, on vous tiendra pour responsable et on vous répondra. We're going to hold you accountable and we will attack you back. It's Je pense que c'est assez important, parce que c'est enfin un pays qui dit « Hey, ce qui se passe au Liban nous concerne ». Et rappelons-le, le nombre de Libanais tués au cours du dernier mois ou des 2 derniers dépasse celui des Palestiniens tués. Je veux dire, je ne le répéterai jamais assez. Israël aime se présenter comme la victime, en disant que tout son peuple souffre, que tout son peuple est tué. Alors posons une question toute simple. On sait combien de civils libanais ont été tués le mois dernier, en juin, et disons sur les 2 derniers mois, mai et juin. Mais combien de civils israéliens ont été tués? Personne ne le sait. Pratiquement, enfin, je dirais quasiment aucun. Parce que je vous garantis que si des civils israéliens étaient tués en nombre, on verrait leurs photos dans les journaux. Je veux dire, bon sang, regardez toutes les images qu'ils ont montrées du 7 octobre. Ah, cette personne a été tuée. Ah, cette autre personne, vous voyez. Voilà, c'est ça le point. C'est Israël qui fait les morts. Oui. Le nouvel article, Larry, dans le Wall Street Journal, explique que l'Iran cherche à générer des milliards de dollars de revenus chaque année en instaurant des frais pour les services dans le détroit d'Ormuz. Téhéran veut ainsi se positionner pour jouer un rôle plus important dans la gestion de l'une des routes maritimes les plus cruciales pour le transport du pétrole. Et selon leurs estimations, on parle d'environ 40 milliards de dollars. Is going to be something like $40 billion. And Une bonne source de revenus. yeah, Oui, il n'a pas précisé si c'était 40 milliards venant à la fois de l'Iran et d'Oman, ensemble, on dirait. Parce que ça ferait 40, 40, 20, 20, quelque chose comme ça peut-être. maybe something like that. Ils doivent partager l'argent avec Oman, et c'est très bien comme ça. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Yeah, and it seems Oui, that they're not gonna et il semble charge all qu'ils ne vont pas faire payer tous les pétroliers. Les navires transportant du pétrole vont être traités différemment par le nouveau régime, le nouveau mécanisme de ce commerce, par rapport à ceux qui transportent simplement de l'engrais, je ne sais pas, du phosphate, de l'hélium, ce genre de produits qu'on trouve dans cette région. Ce sera différent, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu ce nouveau mécanisme. But we haven't seen so far the new mechanism. Exactement. Yeah, Larry. Oui, Benjamin Larry, Netanyahu- Benjamin Netanyahu a dit qu'ils avaient écarté une menace existentielle immédiate, parce que s'ils n'avaient pas agi contre l'Iran aujourd'hui, et il parle bien de bombes nucléaires, l'Iran serait apparu pour détruire Israël. Or, depuis le début de la révolution en Iran, il n'y a jamais eu de déclaration disant que l'Iran voulait bombarder Israël avec l'arme nucléaire. Mais il utilise le même argument que Donald Trump, en observant la manière dont Netanyahou parle en Israël pour sauver sa position là-bas. Tout tourne autour des armes nucléaires. To save his position in Israel, it's all about the nuclear weapons.
Nous avons mené cette guerre, nous l'avons commencée, parce que l'Iran possédait des armes nucléaires, ou du moins un programme nucléaire pour en fabriquer. Donc cette menace a été éliminée. C'est son argument pour sauver sa position en Israël. Et on voit la même chose aux États-Unis, mais personne ne semble s'en soucier. Et on ne le remarque pas quand ça se passe dans la tête de Naftali Bennett, par exemple. Parce que ces gens-là savent très bien comment jouer le jeu en Israël. Je pense qu'il va être écarté, et ça va être un énorme... Enfin, quand on regarde ça. Netanyahou, ça fait quoi? 20 ans, Larry, depuis qu'il a pris le pouvoir en Israël. D'accord. Non, je veux dire, c'est lui qui en est le visage. Mais bon, et alors? Il est écarté? Tu crois vraiment que ça va changer la politique? Non, ça ne va clairement pas changer la politique. Ce dont je parle, c'est de la façon dont Benjamin Netanyahou voit la situation et de la manière dont il veut se sauver pour ne pas être écarté. Parce que si Benjamin Netanyahou est finalement écarté, ils vont l'envoyer en prison. Au final, je ne pense pas qu'il pourra empêcher le processus visant à le destituer. Et vous savez, pour moi, la vraie question, c'est de savoir s'il va y avoir un changement fondamental dans la politique d'Israël. Et c'est bien là le problème. Israël ne change pas sa politique. Et donc, il va rester dans cette posture belliqueuse tant qu'il ne fera pas d'autre choix. Je pense qu'ils vont finir par se détruire eux-mêmes. En gros, ils disent qu'ils veulent garder les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza, sans aucune limite de temps. Et ça, c'est complètement à l'envers de ce qui se passe. Et Larry, imaginons qu'Israël reste dans le sud du Liban et que les combats continuent encore et encore. Est-ce qu'ils pourront vraiment rester là-bas sans subir de lourdes pertes? Oh non, non. Regardez. Je pense que c'est ça, l'offre pour Donald Trump. C'est ce qu'on propose à Donald, et ça pourrait bien l'aider. Comment ça? Parce que sur le terrain, la réalité pour Israël, c'est qu'ils n'y gagnent rien en restant là-bas. S'ils essaient de rester dans le sud du Liban, en quoi ça pourrait aider les Israéliens? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, vous partez du principe qu'ils réfléchissent de façon rationnelle. Et il n'y a rien de rationnel dans tout ça. C'est complètement irrationnel. Tout repose sur l'émotion et la religion. Ce sont les forces motrices principales. Mais il arrive un moment où Israël doit finir par admettre qu'il souffre, que les pertes sont trop lourdes, qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, et qu'ils se retirent. Ils perdent tout simplement trop de monde. Je veux dire, ça s'est déjà produit. Bon sang, ils l'ont fait dans les années 80, puis en 2006. Donc, comme disait Yogi Berra, c'est du déjà-vu encore une fois. Ils continuent la définition même de la folie, refaire la même chose en espérant un résultat différent. Voilà, c'est Israël. Le prochain sommet de l'OTAN va se tenir en Turquie, Larry. Et la Turquie fait partie de l'OTAN. Mais en ce moment, les États-Unis, Donald Trump en particulier, essaient de vendre de nouveaux moteurs, quelque chose comme 24 moteurs à réaction, à la Turquie, ce à quoi le Congrès s'oppose totalement. Ils essaient de créer des problèmes à l'administration Trump pour l'empêcher de conclure cette affaire. Alors, comment les États-Unis considèrent-ils la Turquie, stratégiquement parlant, Larry? Est-ce un ami, une sorte de partenaire, un ennemi, ou un ennemi potentiel? Parce que du point de vue des Israéliens, la Turquie, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Eh bien, les États-Unis ne le considèrent pas vraiment comme un ami. Franchement, bon sang, si c'est comme ça qu'un ami te traite, tu ne restes pas ami très longtemps avec lui. Donc non, les États-Unis le voient plutôt comme une source potentielle de revenus.
ils achèteront du matériel américain. Et pourtant, tout au long du processus, au fil des années, la Turquie a été continuellement méprisée et traitée comme un citoyen de seconde zone par les autres membres de l'OTAN, surtout les Européens. En fait, on veut bien de la Turquie quand ça nous arrange, quand on a besoin d'elle. La base d'Incirlik, par exemple, les États-Unis l'ont toujours utilisée. Mais souvenez-vous, en 2003, oui, c'était bien en 2003, la Turquie n'était pas très enthousiaste à l'idée de nous laisser utiliser Incirlik comme base pour attaquer l'Irak. Donc, c'est une relation un peu compliquée, mais ce n'est pas une grande amitié. C'est une relation très utilitaire, basée sur une seule question. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? It's very utilitarian. What can we get out of it? L'establishment, je parle surtout des démocrates en gros, de la partie qui est principalement liée aux démocrates, affirme que la guerre au Moyen-Orient est d'une certaine façon arrivée à sa fin, ou C'est une pause. c'est une pause, oui. Alors, revenons à l'Ukraine. Revenons à l'aide à l'Ukraine, parce que l'Ukraine se défend. L'Ukraine change la donne. Et il se passe quelque chose d'important, parce que la stratégie des drones ukrainiens est en train d'écraser tout sur son passage. Voilà, c'est ça l'argument. It's not crushing everything. I mean, Ce n'est pas en train d'écraser tout. Je veux dire, les drones restent une menace importante à cause de l'implication occidentale. Et regardez, on se dirige vers un affrontement inévitable entre la Russie, l'Europe et les États-Unis, à moins que Trump n'y mette fin immédiatement. Je pense qu'on va inévitablement se retrouver face à une confrontation militaire avec la Russie et que les États-Unis vont en sortir perdants, surtout avec l'Europe aussi. J'ai l'impression que c'est un point de presse qui est impossible à éviter maintenant. I don't see how. I think it's becoming almost unavoidable now. Ce que Ruth a dit dans l'extrait que je vous ai passé, le vendeur de la marque Trump, Mark Rutte, je dirais que c'est son nouveau titre, il a expliqué que tous ces graphiques qui montent, toutes ces hausses, c'est à cause de la Russie. C'est à cause de la Russie, selon lui, qu'on augmente les budgets de défense en Europe et que tout s'améliore. Plus d'argent va vers le complexe militaro-industriel aux États-Unis. Je pense que le but principal de tous ces mouvements, on a eu le chancelier allemand avec le même argument, disant qu'on ne reculera pas sur l'Ukraine, c'est qu'ils ont l'impression que les États-Unis peuvent à nouveau se remettre à aider les Européens. Well, they might, and the U.S. may, but it's not going to change the outcome. Eh bien, peut-être, et les États-Unis aussi, mais ça ne changera pas le résultat de la guerre. Tout ce que ça va faire, c'est augmenter la probabilité que les États-Unis se retrouvent impliqués dans une nouvelle guerre qu'ils n'ont pas la base logistique pour soutenir. L'autre leçon tirée de cette guerre avec l'Iran, c'est la limite dramatique des capacités logistiques américaines, qu'on ne peut pas corriger facilement ni rapidement. Toute la chaîne d'approvisionnement dépend de la Chine pour des systèmes essentiels. Je veux dire, prenez les missiles Tomahawk par exemple. Les estimations disent qu'ils ne pourront pas reconstituer les stocks utilisés avant, disons, 3 ans. Et ça, c'est en supposant que les États-Unis n'entrent pas en guerre avec la Chine. Non, franchement, le fait que les États-Unis essayent d'utiliser leur puissance militaire à la place de la diplomatie, ça s'est avéré être un fiasco total, un vrai désastre. Bon, écoutez, je vais devoir vous laisser. J'ai un autre engagement qui m'attend. On va bientôt conclure, Larry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bien, on se voit demain, d'accord? Oui, exactement. Très bien, mon ami. À plus tard. Salut. Bye.